Je suis un père de famille de 26 ans. J'avais trouvé un nouvel emploi avec de meilleures conditions dans une autre ville. À l'époque, ma fille Marelle avait 4 ans. Après une recherche minutieuse de plusieurs semaines, ma femme Chanel avait fini par trouver une maison qui nous convenait. La maison à 2 étages était assez spacieuse pour son prix. Le prix du loyer était étonnamment très abordable. Mais pressés comme nous étions, on ne s'était pas posé plus de questions. Nous étions en pleine période de pandémie, juste avant que le confinement ait été déclaré officiellement dans les médias. Nous étions soulagés que nous ayons pu finir notre emménagement à temps. J'avais aussitôt commencé mon emploi, mais en télétravail. On avait aménagé un bureau pour mon usage personnel au 2e étage. J'y avais même ma propre douche dans un coin de la chambre. Je travaillais à plein temps, sous la pression. Je veillais parfois même jusqu'à minuit pour finir mon travail. Un soir, je prenais tranquillement une douche lorsque la lumière s'est éteinte. Je me suis alors rincé rapidement dans le noir et j'ai sorti prendre mon téléphone pour allumer la torche. Je me demandais si l'ampoule n'était pas grillée. Je suis revenu dans la salle de bain pour me brosser les dents lorsque j'ai entendu le clic de l'interrupteur de la chambre et la lumière est revenue. J'ai froncé les sourcils et je me suis dirigé vers l'interrupteur, près de la porte que j'ai ouverte. C'est alors que j'ai demandé dans le couloir: « Chanel, est-ce que c'est toi? » Aucune réponse. Tout était noir et silencieux à cet étage. Mais d'en bas, j'ai entendu le bruit de la vaisselle qui s'entrechoquait et l'eau qui coulait abondamment. Mon étonnement a redoublé. D'habitude, Chanel ne faisait pas la vaisselle à une heure aussi tardive. J'ai descendu pour vérifier, mais le bruit de la vaisselle s'était arrêté et le robinet était fermé. Dans la cuisine, il n'y avait personne. Je me suis tout simplement dit que j'étais probablement juste fatigué et qu'il fallait que je dorme. Le lendemain, j'ai raconté à Chanel ce qui s'était passé la veille au soir. Elle m'a répondu qu'à minuit, elle dormait déjà profondément depuis longtemps avec Marelle. Énervée par le fait que j'étais toujours enfermé dans mon bureau, elle m'a dit simplement que tout ce que j'ai cru entendre était juste dû à l'effet de la fatigue. Je ne voulais pas insister, et on n'en a plus parlé. Pour nous occuper pendant la période de la quarantaine, et surtout pour détendre un peu l'atmosphère avec ma femme, un samedi, Chanel et moi avions commencé à jardiner dans notre cour arrière. Alors que je pelais la terre pendant un moment, j'ai entendu un bruit de pierre s'entrechoquer avec ma pelle. Lorsque je me suis penché pour examiner de plus près ce que j'ai touché, mon cœur a littéralement arrêté de battre. En balayant la terre un peu plus, j'ai réalisé que je venais d'écraser une pierre tombale avec ma pelle, en plein sur la gravure, avec l'année inscrite dessus, 1821. Le tout directement au milieu de notre cour arrière. Marelle, elle, au même moment, jouant non loin de là sur un tapis, a émis un cri assourdissant, puis a commencé à pleurer, en fixant un point à l'intérieur de la maison. Chanel s'est alors précipité vers elle. « Il y a une personne habillée, tout en blanc, qui est entrée dans la maison, » a dit Marelle. C'est alors que j'ai entendu l'eau de la cuisine recommencer à couler à flot, comme la nuit dernière. Je me suis dirigé immédiatement vers le bassin pour le fermer. Je savais que ni moi, ni Chanel avions laissé le robinet ouvert, et c'est à ce moment que j'étais maintenant sûr qu'il y avait quelqu'un d'autre dans notre maison. C'est alors que j'ai vérifié la maison de fond en comble pendant une bonne demi-heure, en courant dans toutes les chambres. Mais après chaque inspection, rien, absolument rien. Je me suis rappelé d'avoir entendu dire que les bébés et les petits-enfants pouvaient percevoir des présences immatérielles que les adultes ne peuvent pas voir. Je n'avais jamais cru à ce genre de bobard, mais là, je commençais vraiment à remettre mes croyances en question. Par instinct, j'ai continué à peler la terre à l'emplacement où le tapis de mon enfant était placé. Malgré la malchance que cela peut m'apporter en creusant près d'un tombeau, j'étais tout simplement trop curieux. J'ai continué à creuser et peu de temps après, ma pelle a fait un autre son. J'ai lâché ma pelle pour examiner de plus près. En balayant le surplus de terre, mon sang s'est littéralement glacé dans les veines. À ma grande horreur, j'ai réalisé qu'il s'agissait en fait d'un autre tombeau. Notre maison était vraisemblablement bâtie sur un cimetière. Le soir même, nous avons pris une chambre d'hôtel et le lendemain, j'ai annulé le contrat de bail de la maison.
Nous sommes restés à l'hôtel jusqu'à ce qu'on trouve une maison plus normale. Ça explique maintenant pourquoi nous avions eu un si bon prix pour la maison. Ceci s'est produit il y a plusieurs mois déjà. J'étais un jeune garçon de 14 ans. Nous nous sommes retrouvés coincés dans notre maison familiale au fin fond de la campagne pendant un bon bout de temps dû à la pandémie. Nos parents ne pouvaient pas quitter la ville pour nous prendre. C'est ainsi qu'avec mon frère aîné Jacques et ma sœur aînée Jeanne, nous passions un séjour d'un ennui mortel dans cette maison, sans électricité ni connexion Internet. Avec ce temps ennuyeux, j'ai commencé à parcourir les affaires de la maison. En fouillant, je suis alors tombé sur nos vieux costumes d'Halloween de notre enfance. Pour mettre un peu d'ambiance, j'ai lancé un challenge à Jacques et à Jeanne pour célébrer Halloween en avance. Nous étions à la mi-octobre à ce moment-là. Jeanne possédait une tonne de maquillage qu'elle trimballait toujours avec elle. Quand nous étions plus jeunes, elle s'amusait à me maquiller le visage en squelette, avec une cape noire à capuchon. Puis, ces soirs-là, nous sortions et nous nous amusions à faire peur aux voisins. À chaque fois, ils sursautaient et prenaient peur en s'enfuyant vers leur maison. Et nous rigolions. Alors, on s'est dit que ce pourrait être amusant de retourner en enfance et de faire peur aux voisins, question de redonner un peu de vie à nos soirées. Alors, le lendemain, nous avons pris le véhicule de notre père et nous sommes partis plus loin, dans un village traditionnel, situé dans un quartier à quelques kilomètres de notre habitation. C'est à ce moment que nous avons vu quelques femmes rassemblées autour d'un feu de camp, non loin des maisons du village. Jacques et Jeanne ont fait leur chemin vers les buissons pour s'y cacher, près de la Seine. Pour ma part, je me suis caché derrière un arbre et j'ai attendu le moment propice pour faire peur. J'ai donc lancé une roche dans les buissons derrière moi, et lorsqu'elles se sont toutes tournées pour regarder, j'ai alors fait apparaître que ma tête de l'arbre, faisant une grimace d'horreur. Aussitôt, en m'apercevant, les villageoises se sont serrées les dents, leurs poings, et se sont levées tout en même temps pour se diriger de l'autre côté. Étrangement, ces dames semblaient avoir beaucoup plus de colère que de peur dans leurs yeux. Un peu abasourdi, je suis sorti de ma cachette pour les regarder s'éloigner, avec un mauvais pressentiment. Ce mauvais pressentiment s'est avéré être juste lorsque je les ai vus revenir, quelques instants plus tard, accompagnés d'un groupe d'hommes armés comme des bâtons de baseball, des cordes et des chaînes. J'ai pu à peine réaliser ce qui se passait en les regardant se précipiter vers moi, tel un troupeau de buffles enragés. « Mais qu'est-ce qui se passe? » me suis-je dit. Mon instinct de survie m'a dit aussitôt de m'enfuir en suivant le chemin de la forêt. Le cœur battant à 100 000 à l'heure, j'ai couru tout droit sans réfléchir. Il faisait tellement noir, je ne voyais rien, et en courant, j'ai perdu pied et j'ai trébuché au sol. En trébuchant, j'ai réalisé que j'étais sur le bout d'une petite falaise, qui tombait à environ 3 à 4 mètres. Heureusement, j'ai eu le réflexe de m'accrocher au bout du rocher. Je me retrouvais alors, mon haut du corps couché sur le bord de la falaise, pendant que mes jambes s'agitaient littéralement dans le vide. « Jeanne! Jacques! Aidez-moi! » me suis-je exclamé, les larmes aux yeux. Si je tombais de là, la chute ne m'épargnerait pas. J'allais me diriger vers une blessure sévère, voire pire. Non loin de là, j'ai entendu Jeanne qui expliquait désespérément à mes traqueurs que je n'étais qu'un jeune adolescent déguisé en fantôme qui voulait simplement s'amuser à leur faire peur. J'ai ensuite entendu une voix grave lui répondre. « Éloignez-vous, mademoiselle. Ce n'est pas la première fois qu'on a affaire à une telle créature dans les parages. Si vous tenez à votre vie, retournez d'où vous venez et laissez-nous nous occuper de cette chose. »« Par pitié, » a supplié Jeanne. « La personne que vous venez de voir n'est ni un fantôme, ni une sorcière, ni un monstre. Ce n'est qu'un enfant, mon petit frère déguisé. » De mon côté, je sentais mes forces me quitter peu à peu. Je n'allais pas tenir longtemps, ainsi accroché. Enfin, après plusieurs cris du cœur, Jacques m'a finalement trouvé, et il m'a tiré de là et m'a remis par terre. Je suis resté un moment sur le sol, essoufflé, le corps tremblant et le regard fixé au ciel. Jacques m'a aidé à me lever, et il m'a aussi aidé à effacer rapidement la peinture sur mon visage et à m'enlever mon costume. Nous avons avancé prudemment vers Jeanne, et avec un frisson dans le dos, j'ai senti les regards de la troupe de villageois braqués sur moi. Ils semblaient plutôt en colère contre moi, mais après leur avoir expliqué,
Ils ont cessé les menaces. Apparemment, ils avaient vu la présence d'un loup-garou dans cette forêt où nous étions à plusieurs reprises dans les dernières semaines et semblaient fixés sur le sujet, comme s'ils voulaient à tout prix le retrouver. Dans l'obscurité, apparemment que je ressemblais à ce dit loup-garou, et c'est pourquoi les dames avaient avisé la troupe d'hommes pour me traquer. Nous étions tous contents de pouvoir retourner chez nous, sains et saufs. Je ne croyais pas vraiment au loup-garou avant ce jour, mais le sérieux dans leurs yeux lors de cet événement me donne de plus en plus de doutes. En période de pandémie, je me suis retrouvé seul dans une modeste résidence d'étudiants. Tous les locataires avaient apparemment déserté les lieux pour rejoindre leur famille. Étant orpheline, je n'avais pas vraiment de famille proche à rejoindre en cette période. Même le gardien du bâtiment semblait être parti. Je ne l'avais pas revu dans les parages lors de mes dernières courses au marché. J'étais dans mon petit espace de 30 mètres carrés, avec mes paquets de nouilles comme provision de réserve. Le silence de mon isolement m'était dérangeant. 23h30, toujours pas de sommeil. C'est alors que j'ai entendu des pas au loin, dans le couloir, s'avancer tranquillement. Aussitôt, j'avais les jambes en coton, me demandant ce que fait une personne qui se balade dans le couloir de la résidence à une telle heure. Il semblait alors que je n'étais peut-être pas la seule occupante du bâtiment. Dû à la pandémie, il était défendu de se balader dans les couloirs après 21h, en raison du couvre-feu, pour réduire les risques de propagation. J'étais alors très intrigué par ces bruits discrets. Assise sur mon lit, le corps palpitant, j'ai attendu impatiemment que la personne parte. Les bruits de pas se sont faits de plus en plus proches, jusqu'à ce qu'il arrive devant ma porte. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête. On a frappé à ma porte. J'ai pris mon drap et je me suis caché en dessous, en essayant de faire le moins de bruit possible. On a frappé à nouveau. Je tremblais littéralement sous le drap, devenu très humide de ma sueur. Je priais pour que la personne s'en aille. Les frappes reprirent une troisième fois, plus vivement. Silence de mort. Puis, j'ai sursauté de mon lit en entendant une voix m'appeler. « Odile, s'il vous plaît, vous êtes là? » Je suis sorti de mon drap, parvenant à mieux respirer. Cette voix m'était familière. Je me suis levé, j'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte. Je l'ai dévisagé avec les yeux exorbités. C'était le gardien de la résidence. « Excusez-moi, mademoiselle, » dit-il. « Il y a eu des personnes sans abri qui ont tenté de s'infiltrer dans une des résidences vides du bâtiment, de l'extérieur. Je voulais juste vous prévenir et vérifier si vous allez bien. »« Mon Dieu, » lui ai-je répondu. « Je croyais que vous étiez parti vous aussi. Vous m'avez fait vraiment peur, monsieur Pinet. »« Mille excuses, mademoiselle. Je reste de garde dans le bâtiment. Vous ne le saviez pas? »« Mais non, » m'ai-je exclamé. Monsieur Pinet est retourné vers sa chambre, près de la porte principale. J'étais plus rassuré. Je n'étais plus seul dans ce sinistre bâtiment. Mais la soirée suivante, vers la même heure, j'ai été réveillé par un bruit assez assourdissant, avec l'impression que cela venait de la porte principale du bâtiment. J'ai aussitôt envoyé un texto à monsieur Pinet pour lui demander ce qui se passait encore. Il m'a alors appelé instantanément et m'a dit « Odile, j'ai quitté le bâtiment il y a quelques heures. Trop paniqué et pressé, j'ai oublié de vous prévenir. Il y a un de mes proches qui a fait une crise et je l'ai amené aux urgences. Je suis encore à l'hôpital. Appelez vite la police. » J'ai raccroché et j'ai entendu des pas s'approcher dans le couloir. Puis, je me suis précipité pour me cacher sous le lit. J'ai composé le numéro de police au même moment. En attendant que les secours du 911 répondent, j'entendais la personne marcher tranquillement dans le couloir. C'était comme si à chacune des chambres, il manipulait les poignées de chacune des portes, y entrait et sortait, peu de temps après. Après quelques instants, il est finalement arrivé devant ma porte. Il a essayé d'ouvrir la porte, mais je l'avais bien verrouillée. Toutefois, il n'a eu aucun mal à débloquer la serrure de piètre qualité. Mes cheveux se sont hérissés. Il est entré dans ma chambre et s'est dirigé vers l'autre côté du lit. Je me suis dit, ça y est, ma mort arrive. À ce moment, je tremblais littéralement comme une feuille, en position fœtus, toujours sous mon lit. Puis,
j'ai entendu une voix rauque et sèche me dire « Je sais que tu es sous le lit et que tu as appelé la police. » Il s'est passé un moment de silence. Je m'étais dit que c'était la fin pour moi, en me résiliant de mon sort, des larmes montant aux yeux. Puis, il reprit. « Je veux juste tes paquets de nouilles et l'argent dans ton portefeuille. Comprends-moi, en cette période de crise, ce n'est pas facile pour un homme miséreux comme moi. » Il a pris ce qu'il était venu chercher, a fermé la porte et est tout simplement parti. Je suis resté figé sous le lit jusqu'à ce que la police arrive. Le lendemain, M. Pinet a réparé toutes les serrures des chambres. Je lui ai demandé de faire une serrure plus solide pour la mienne. Depuis ce temps, M. Pinet ne quitte plus son poste et m'avertit quand quoi que ce soit se produit. Toutefois, je reste sur mes gardes, car on ne sait jamais ce qui peut arriver.